actifs sont noirs, mais je peux compliquer encore davantage le phénomène en vous disant, quand un Africain met en esclavage un autre Africain, comment il fait? Quel est le facteur naturel qu'il va utiliser pour expulser la relation historique, l'expulser de l'histoire et l'amener dans une relation naturelle? Il va utiliser aussi un facteur naturel qui est le sang. Il va dire que celui-là, il est esclave parce que dans son sang, c'est un sang servile. Et si une fois que vous avez accepté que votre sang est servile, vous allez le transmettre à votre descendant. Ça veut dire que même si on abolit l'esclavage juridiquement, vous le restez. Et c'est ce qui fait l'existence encore aujourd'hui dans beaucoup de sociétés africaines de ce qu'on pourrait définir comme un esclavage passif. Que même s'il y a eu l'abolition en 1848, répétée plusieurs fois dans certains États africains, et que vous trouvez toujours ces relations esclavagistes dans la bande saharo-sahélienne, c'est justement parce qu'on a réussi à expulser la relation de son historicité pour le transformer en une relation naturelle. Et cette naturalisation est un élément extrêmement puissant de construction des mémoires. Et en acceptant cette façon de voir, qui est un produit de l'idéologie coloniale, qui expliquait que les Africains étaient hors de l'histoire, qu'il fallait les sortir de leur naturalité pour les faire entrer dans l'histoire, on l'a répété il n'y a pas longtemps, que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire, l'homme africain. Bon. Donc, on a toujours les idées du 19e siècle en Europe sur l'Afrique. Et que, bon, on a décolonisé l'Afrique, mais on a oublié de décoloniser l'Europe. Au point que les élites européennes continuent de penser l'Afrique comme au 19e siècle. C'est très déplorable. J'avais dit à l'époque que les Français auraient dû porter plainte contre leur président parce qu'ils utilisent de grands budgets pour financer des centres d'études de l'histoire africaine. Donc, ils financent quelque chose qui n'existe pas. À moins que tu décides que cette historicité vient de l'extérieur. Et c'est ça souvent qui est pensé. Que la dynamique historique en Afrique vient de l'extérieur. Ça aussi, c'est de la mémoire et c'est de l'idéologie. Et qu'il faut le déconstruire et en montrer quels sont les mécanismes et quels sont les intérêts que ça sert, y compris en Europe, de la même façon qu'il y a une solidarité, et peut-être là je sors de mon champ d'historien, pour dire qu'il y a une solidarité à construire entre les peuples africains et les peuples européens qui subissent les effets néfastes de cette mémorialisation de l'histoire. En quoi? Les entreprises européennes, comme au XVe siècle, comme au XVIIe, XVIIIe, XIXe, continuent de venir toujours sur l'Atlantique, sur les côtes africaines, à se connecter avec des élites africaines et ensemble, ils fracassent les sociétés africaines et ça produit des migrants ou ça produit des djihadistes, peu importe. Et ces gens, quand ils arrivent en Europe, considérés comme des migrants, mais on va dans les débats de télévision leur cacher leur véritable origine, qui est une action d'une entreprise européenne qui a détruit une société africaine, en connivence avec des élites africaines. Ces migrants qui arrivent, on va couper, on va mettre un paravent pour ne pas voir d'où ils viennent. Donc, on ne regarde que le moment de la frontière. On a même créé un truc qui s'appelle Frontex. Juste à la frontière, c'est là qu'on veut regarder. Si on ne regarde qu'à la frontière, on ne voit rien. Il faut voir qu'est-ce qui les produit depuis le début. Il y a un premier migrant qui est la multinationale, qui est le premier migrant qui, lui, n'a pas de passeport, n'a pas de visa, n'a besoin de rien. C'est le système qui dit qu'il faut faire laisser passer, laisser circuler. La main invisible réglera tout. Donc, on arrive, on fracasse la société. Quand ça arrive ici, mais ça fait monter l'extrême droite par la peur d'une transformation des identités, d'une transformation des sociétés. Mais toutes les sociétés humaines sont dans l'histoire impliquées dans des transformations sans fin. Pourquoi on a peur aujourd'hui de la transformation? Et l'Europe du 7e siècle n'est pas l'Europe du 14e, ça n'a rien à voir, ni du 18e, ni du 20e. Et l'Europe dans 300 ans n'aura plus rien à voir avec l'Europe actuelle. C'est normal, c'est le processus normal. Cette peur-là n'est pas à l'avantage des sociétés européennes.
Et la chose qu'il faut maîtriser, c'est cette connivence-là entre multinationales et élites, où on vient faire l'économie d'extraction et de pillage, et ensuite, acte historique, on le naturalise. On le naturalise comme acte historique. Et je vais donner un dernier exemple. C'est une chose qui est très intéressante. C'est le moment où la France abolit l'esclavage dans ses colonies. C'est en 1848, 2 ans après la Tunisie. En abolissant l'esclavage, je ne dis pas la traite, la traite est déjà abolie en 1815. Même dans la loi sénégalaise qui condamne la traite des esclaves, on a confondu traite des esclaves et esclavage. Dans la loi, il y a une erreur. Mais la traite des esclaves est abolie en 1815, après le congrès de Vienne. Donc, quand on abolit l'esclavage, il y a un article du décret abolitionniste qui dit « Tout individu qui touche le sol français est libre ». Mais à l'époque, la colonie de la France en Afrique, ça se réduit à Saint-Louis, Gorée et quelques forts sur le long du fleuve Sénégal, à Carabane et Albreda en Gambie. C'est des petits postes. C'est ça la colonie. C'est ça que quand tu touches ce sol-là, tu es libre. Mais tout le reste, c'est des sociétés africaines, aristocratiques, avec qui les Européens ont installé une économie qui, pendant 3 siècles, était bâtie sur la traite des esclaves. Et comme on a fait au XXe siècle, quand on a dit que ce n'est plus l'État qui est le moteur du développement, que maintenant c'est le marché, les Européens ont décidé, la Banque mondiale et le FMI ont décidé que maintenant ce n'est plus l'État qui est le moteur du développement, c'est le marché. Mais on n'avait pas discuté avec les sociétés africaines pour voir comment on doit s'adapter à la nouvelle situation. Ça a provoqué les ajustements structurels, application de la même règle dans toutes les sociétés africaines sans considération de leur histoire. Cela a donné des catastrophes partout. La même chose quand l'Europe décide d'abolir la traite des esclaves, 1815, on se réunit à Vienne, il n'y a aucun Africain, on ne discute avec aucun régime africain, on dit maintenant, celui qui fait l'esclavage, tu es devenu un monstre, que tu es barbare, tu es sauvage, donc il faut arrêter. Et ça permet de mobiliser l'opinion européenne du 19e siècle. La traite est abolie et on somme les sociétés africaines de s'ajuster à la nouvelle donne. C'est le premier ajustement structurel. Et ces sociétés qui, depuis des siècles, étaient habituées à la traite des esclaves, ont eu toutes les peines du monde à s'ajuster à la nouvelle situation. Ça a créé une situation des plus extrêmes en Afrique. C'est-à-dire que le produit qui était vendu par les économies africaines, c'était l'esclave, c'était le captif. On ne le vend plus. On le recycle en Afrique. Donc c'est le moment où on a le plus grand développement de l'esclavage en Afrique, c'est le 19e siècle, quand on a aboli la traite des esclaves, paradoxalement. Mais on peut faire aussi le parallèle aujourd'hui. À l'époque, les Européens qui viennent en Afrique, 19e siècle, décident au nom de l'humanité, au nom de la défense de l'humanité, de sauver l'Afrique d'elle-même, puisqu'elle est engagée dans un processus d'autodestruction. Dans la Sénégambie, la réponse des Sénégambiens, ce sera l'islam, bien sûr. Au nom de l'humanité, on va vendre à l'opinion européenne l'idée que les Africains sont entrés dans un âge infantile, ils n'ont pas d'histoire, ils sont dans la nature, Hegel en est l'expression la plus achevée, et qu'il faut sauver l'Afrique contre elle-même. Aujourd'hui, on aurait pensé à ceux qui se réclament de droits de l'homme. C'est très bien de faire la défense des droits de l'homme. Mais il faut le connecter avec les processus historiques réels, qui est la mise en place des programmes d'ajustement structurel après avoir dit aux sociétés africaines pendant les 30 glorieuses que l'État était le moteur du développement et brusquement on change de modèle et on dit maintenant c'est le marché. Et on ne négocie rien avec les sociétés africaines, on les met sous ajustement structurel, tout se fracasse
et ça crée ces migrants en masse qui arrivent sur les sociétés européennes et avec les conséquences que l'on sait. Montée de l'extrême droite, donc si vous voulez aller à nouveau la République de Weimar et ensuite le nazisme et la guerre mondiale, bon, heureusement que la guerre mondiale est devenue impossible. Voilà le modèle qu'on doit regarder de très près et le réhistoriciser. Le réhistoriciser parce que la colonie française de la Sénégambie qui s'appelle le Sénégal avec Saint-Louis et Gorée exclusivement, pratiquement c'est tout, est entourée par des sociétés esclavagistes. Et on décide que tout esclave qui touche Saint-Louis est libre. Mais l'administration qui est sur place peut être très sensible à ce qui se passe à la rue Oudinot ou ce qui se passe chez les abolitionnistes, mais il est confronté à un problème réel. Si tu veux nourrir Saint-Louis, tu es obligé d'être en relation avec le Waalo, tu es obligé d'être en rapport avec le Cayor, c'est les royaumes autour de Saint-Louis, et eux sont esclavagistes. Parce que ça fait des siècles qu'ils sont là-dedans, qu'ils sont dans la traite des esclaves, des captifs, et brusquement vous avez arrêté ce système, et ils se retrouvent avec des captifs qu'ils transforment en esclaves, et vous dites que tout esclave qui touche mon sol est libre, et eux, c'est le modèle qu'ils ont. Et vous voulez commercer avec eux. Mais le commerce qu'ils font, les gens qui portent les produits, c'est des esclaves. S'ils viennent à Saint-Louis pour faire le commerce, vous les libérez. Ça crée une tension diplomatique incroyable. Donc l'administration coloniale qui est sur place comprend très bien la situation. Mais à Paris, les abolitionnistes qui défendent les droits de l'homme, les administrations centrales ne comprennent pas quelle est la situation réelle sur le terrain.